de la rivalité Tupac-Biggie, qui a fait de deux amis les visages de la guerre Est-Ouest du hip-hop, aux différends entre Ice Cube et NWA, qui a révélé les fissures dans l'un des groupes de rap les plus influents, à la rupture explosive entre Dr. Dre et Eazy-E. Mais gare à la rivalité où un simple diss track a tout changé. Commençons par celle qui s'est terminée par deux funérailles. Tupac Shakur et The Notorious B.I.G. ont commencé comme amis. Avant que ça tourne à la violence, avant que Shakur soit abattu en 1994, lui et Wallace, amis, montaient sur scène ensemble, et leur amitié était décrite comme intense, personnelle et belle. Les deux rappeurs, à peine 20 ans, jouaient aux gendarmes et voleurs dans le jardin de Shakur avec des pistolets non chargés. Ils se sont côtoyés sur le tournage du film de 93, Poetic Justice, où jouaient Janet Jackson et Shakur. Puis vint la nuit qui a tout changé. L'animosité a commencé quand Shakur a été embusqué et blessé dans un studio d'enregistrement de New York en 1994, et s'est achevé par sa mort, abattu depuis une voiture à Las Vegas. Tupac a été tiré dans le hall d'un hôtel de Manhattan et a été volé de 40 000 $. Il a survécu, mais il est sorti de ce hall avec une théorie, et la théorie avait des noms attachés à elle. Shakur a découvert que la nuit de cette attaque, Wallace et Sean Diddy Combs étaient ensemble dans un studio d'enregistrement, et il les a ouvertement accusés de connaître l'attaque prévue, ce que tous deux ont farouchement nié. Pendant des années, ces accusations ont divisé la communauté du rap et les fans. Moins d'un jour après la fusillade, Tupac devait comparaître au tribunal. Moins de 24 heures après la fusillade de 1994, Shakur a comparu devant un tribunal en fauteuil roulant pour des accusations d'agression sexuelle et un jury l'a condamné à plus d'1 an de prison. Pendant qu'il était en prison, Biggie a sorti un disque que Tupac a pris comme une provocation. En prison, Wallace sort en 1994 la chanson Who Shot Ya. Shakur y a vu une provocation, bien que Wallace ait juré que ce n'était pas contre lui. Il aurait été enregistré avant la fusillade, selon le camp de Biggie. Tupac ne l'a pas cru. De derrière les barreaux, la rupture a cessé d'être personnelle et a commencé à devenir géographique. C'est ici que les côtes sont impliquées, les deux camps en jeu, le rappeur de la côte ouest, Tupac Shakur et son label Death Row Records, basé à Los Angeles, et le rappeur de la côte est de Notorious B.I.G. avec son label new-yorkais Bad Boy Records. La guerre des labels a dépassé le simple conflit entre deux hommes. Cela devint Death Row contre Bad Boy, Los Angeles contre New York, un combat où fans, DJ et radio ont pris parti sans jamais croiser l'un des deux rappeurs. Suge Knight est l'homme qui a pleinement impliqué Tupac dans cette guerre. Knight a versé la caution d'1 400 000 $ du Shakur, alors emprisonné, en échange de sa signature avec Death Row, et peu après sa libération pour 5 chefs d'abus sexuels, en octobre 1995. Il a rejoint Knight pour attiser la querelle entre Death Row et Bad Boy Records. Tupac est sorti de prison en tant qu'artiste de Death Row, et dès lors, chaque vers qu'il écrivait portait une cible sur le dos. La querelle a éclaté au grand jour lors d'une cérémonie de récompense. Reggie Wright Jr., ex-chef de la sécurité de Death Row, raconte que le conflit s'est envenimé quand le cofondateur du label, Marion Suge Knight, a publiquement manqué de respect à Combs aux Source Awards de 1995 à New York. Ce seul commentaire, devant toute l'industrie, a transformé une rancune privée en spectacle. Les rappeurs new-yorkais dans la foule ont hué. La côte ouest a applaudi. La salle s'est divisée en deux à ce moment-là. Puis est venu le clip qui a mis le feu à toute la côte est. Plus tard cette année-là, Ta Dog Pound et Snoop Dogg ont sorti le single New York, New York, irritant les New-Yorkais, vexés de voir des artistes de la côte ouest tourner dans leur ville. Les visuels montraient un immense Snoop piétinant Manhattan, renversant des bâtiments comme Godzilla. Les New-Yorkais n'ont pas trouvé ça drôle. Biggie et son équipe y ont vu une déclaration de guerre sur leur territoire, et les réponses sont devenues plus tranchantes, plus méchantes et plus précises après cela. En septembre 1996, la température était passée des morceaux d'insultes au vrai danger. Le 7 septembre 1996, Shakur, ses associés et leurs rivaux regardent Mike Tyson battre Bruce Seldon lors d'un combat au MGM Grand. Et cette nuit-là, Shakur a appris qu'Anderson était impliqué dans une tentative de vol visant son maison de disques. Avec son entourage, le rappeur fonce sur Anderson et le frappe en représailles, déclenchant la bagarre. Cette bagarre au casino dans le hall du MGM Grand est la dernière chose que Tupac a faite avant de monter dans la voiture de Suge Knight cette nuit-là. Quelques heures après, des coups de feu retentissent sur le strip. Le 13 septembre 1996, Tupac Shakur est décédé après avoir été touché plusieurs fois 6 jours plus tôt lors d'une fusillade depuis un véhicule en mouvement à Las Vegas,
Nevada, et si le tireur reste inconnu, le meurtre est généralement attribué aux Southside Crips, le tireur possible Orlando Anderson étant soupçonné d'avoir tiré sur Shakur pour venger la correction d'un de ses membres par Shakur et son entourage quelques heures auparavant. 6 mois plus tard, le hip-hop a perdu l'autre moitié de la querelle aussi. Le 9 mars 1997, Wallace est tué à son tour, abattu depuis une voiture en quittant une soirée de l'industrie musicale dans un quartier chic de Los Angeles. Deux des plus grandes stars du genre disparues en moins d'une année l'une de l'autre, et aucun des deux meurtres n'a jamais été élucidé. Shakur, 25 ans, et Wallace, 24 ans, sont décédés il y a près de 3 décennies, mais il y a toujours une nouvelle vague d'intérêt dans leur meurtre, avec l'arrestation du suspect de longue date, Duane Keffe-D. Davis. L'inculpation de Davis est la première pour le crime de Shakur et soulève des questions sur le meurtre non élucidé de Wallace. L'histoire de Tupac et Biggie est celle que tout le monde cite en premier quand on parle de querelle de rap dangereuse, parce que c'est celle où le danger n'a jamais été une métaphore. Elle s'est terminée avec 2 cercueils, et l'industrie a passé le reste de la décennie à comprendre comment une amitié avait pu tourner à ça. Avant que Death Row et Bad Boy s'affrontent, un conflit plus restreint avait déjà posé les bases de la gestion de la trahison dans le rap de la côte ouest. Ice Cube contre le groupe qui l'a rendu célèbre. Ice Cube a aidé à bâtir NWA jusqu'à en faire le groupe de rap le plus en vue du pays. Puis il est parti, et le groupe s'est retourné contre lui, traînant son nom sur 2 albums. No Vaseline est la réponse de Cube à plusieurs pistes de dissing que NWA a sorties après son départ du groupe. Après son départ, NWA a sorti des chansons contre Ice Cube, notamment 100 Miles and Runnin' et Real NZ, intensifiant la querelle. La séparation tenait à l'argent et à un manager en qui personne n'avait confiance. Jerry Heller a aidé Eazy-E à créer Ruthless Records en 1987 et à gérer NWE jusqu'à la sortie de leur premier album culte, Straight Outta Compton, mais sa relation avec Ice Cube s'est désintégrée après le départ du MC du groupe en 1989 en raison de litiges sur les royalties. Ice Cube a quitté NWE en 1989 en raison de litiges financiers et de désaccords avec le manager du groupe, Jerry Heller, sentant qu'il n'était pas justement compensé pour ses contributions au groupe, ce qui a mené à un départ amer. Cube n'a pas riposté immédiatement. Il a laissé reposer, a lancé quelques petites piques, puis a déchargé le tout d'un coup. Ice Cube a écrit « I Gotta Say What Up ». En réponse aux commentaires de NWA sur lui et sur l'EP Kill at Will, il les a brièvement piqués, se moquant de 100 Miles and Running sur Jackin' 4 Beats. C'était juste des tirs d'avertissement. La vraie détonation est venue sur son deuxième album, No Vaseline, un diss track d'Ice Cube sorti chez Lench Mob Records et Priority Records, en pleine querelle avec son ancien groupe NWA, et elle sert de 20e chanson sur Death Certificate de Cube. Le titre seul vous disait ce qu'il pensait qui se passait avec ses anciens compagnons de groupe, qu'ils étaient utilisés sans rien pour adoucir le coup. La piste accusait NWA, surtout Eazy-E et leur manager Jerry Heller, d'exploiter Cube et le groupe pour l'argent. Et Cube a aussi ridiculisé Dr. Dre, MC Ren et DJ Yella, affirmant qu'il s'était vendu aux intérêts corporatifs de l'industrie. Il s'en est pris à chaque membre par son nom, et il s'en est pris à Heller plus que tous les autres. Avec ton manager, mon gars. Rap Cube, Fkin MC Ren, Dr. Dre et Yella. C'est un cas de diviser pour régner, parce que tu as laissé un juif démolir mon équipe. La ligne sur la religion de Heller a déclenché une tempête qui a dépassé de loin la radio rap. Cela a mené à Cube étant dénoncé par le Simon Wiesenthal Center, qui a vu de l'antisémitisme dans ses paroles. Le label de Cube a dû le défendre publiquement, insistant que les paroles d'Ice Cube représentaient rien de plus qu'une sorte de mise en bas macho qui découle d'une querelle de longue date entre Cube et son ancien groupe, et que ce n'était pas antisémite. Le contre-coup a traversé l'Atlantique. En Angleterre, la police était prête à détruire 23 000 copies du disque, et Island Records a dépensé 40 000 $ pour le défendre contre une accusation d'obscénité. Un simple diss track sur une séparation de groupe était devenu une controverse internationale, impliquant police et défenseurs des droits civiques. NWA n'a jamais riposté sur disque. NWA n'a jamais répondu directement à No Vaseline, mais la piste de dissing a intensifié la querelle entre Ice Cube et ses anciens compagnons de groupe. Silence de Dre, Ren et Yella. Personne ne voulait entrer dans le ring après ce verset. Puis, avant que quiconque n'ait pu réparer les choses, le fondateur du groupe est tombé malade. Le mépris entre Eazy et Dre allait durer encore quelques années, jusqu'au moment où Eazy a été diagnostiqué avec le VIH-Sida au début de 1995.
ce qui verrait tous les anciens membres de NWA se réconcilier et se rallier autour d'Eazy, bien qu'il perdrait finalement sa vie en mars 1995. Eazy-E est décédé en 1995, bien avant que le groupe n'enterre la hache de guerre. Des années plus tard, la blessure s'était assez cicatrisée pour que Cube en parle sans sourciller. Interrogé directement sur LR des décennies plus tard, il a dit simplement « Je ne vais pas faire sauter du champagne, mais je ne vais pas verser de larmes non plus. C'est ce que c'est. Nous venons ici pour passer, et il est parti. Comme je l'ai dit, je ne vais pas y perdre le sommeil. Le temps a fait ce que ni l'un ni l'autre n'a su faire sur disque. Au fil du temps, les membres ont réconcilié leurs différences, et Dr. Dre et Ice Cube ont collaboré par la suite sur plusieurs projets. Des deux conflits que nous avons couverts jusqu'à présent, c'est le seul où les parties survivantes ont réellement fait la paix. Tous les autres impliqués dans No Vaseline sont soit morts, soit partis. C'est la rare guerre de rap des années 90 qui n'a pas fini à un enterrement, elle s'est terminée avec deux adultes qui ont décidé que l'argent ne valait pas la rancune. Si le départ d'Ice Cube avait fissuré les fondations de NWA, c'est la rupture entre Dre et Eazy-E qui a fait tout s'effondrer. Ces deux-là n'étaient pas que des compagnons de groupe. Ils ont bâti le label et créé le son ensemble, avant de passer des années à s'humilier publiquement. Là encore, tout partait de l'argent et de Jerry Heller. Dre pensait que LR appliquait au groupe une stratégie de diviser pour régner, qu'il pouvait diviser les loyautés du groupe pour affaiblir les autres et garder le pouvoir avec Eazy et Jerry. Suite à leur album historique de 1988, Straight Outta Compton, les deux se sont querellés sur des désaccords commerciaux. Une fois Dre libre de Ruthless, Suge Knight s'est assuré qu'Eazy ne puisse pas s'en tirer facilement. Avec sa grande stature et ses affiliations dans la rue, il a décidé d'intimider et de contraindre Eazy à signer les droits de Dre à Death Row, une tactique qui s'est avérée réussie et a marqué un tournant majeur dans la carrière de Dre. Eazy a signé les documents sous la pression et Dre s'en est allé homme libre avec un nouveau label derrière lui. Dre a ensuite utilisé son premier album solo pour enterrer publiquement son ex-partenaire. Une fois que Dre est devenu solo, il a procédé à déchirer Eazy sur des pistes de 10 en évidence sur son LP à succès The Chronic, figeant à jamais Eazy, aux yeux de millions de fans, en ridicule, sleazy et... En 1991, Dre a quitté NWA et lancé Death Row Records avec Suge Knight, qui sort The Chronic, où Dre et son invité Snoop Dogg insultent Eazy-E dans des sketchs, dans le single Fuck With Dre Day plus son clip vidéo, et dans la piste cachée Bitches Ain't Shit. Les paroles n'y sont pas allées de main morte sur l'angle de la trahison personnelle. Dre a dépeint Eazy comme quelqu'un que le quartier ne respectait plus, rappant que les quartiers qu'il représentait, les gens avec qui il a grandi, ne le respectent même plus, disant que c'était au docteur de le vérifier, lui rappelant qu'il était autrefois son pote, son atout, et maintenant, il voulait lui enlever le goût de la bouche et le faire s'agenouiller devant la roue. C'était aussi direct qu'un diss track pouvait l'être à l'époque. Pas seulement une question de talent, mais de loyauté et d'origine. Eazy n'était pas le type à absorber un coup comme ça et à rester silencieux. Eazy-E n'a pas reculé. Il a répondu avec l'épée It's On, Dr. Dre, 187 Killa, et le single principal, Real Mutafucking Gis, est largement considéré comme l'une des 5 meilleures diss tracks de tous les temps. En entendant le diss, Eazy-E avait initialement prévu de sortir le single It's On pour un EP à venir, mais après avoir rencontré le rappeur Dresta, Eazy a été inspiré pour créer une réponse différente. Dresta a écrit les paroles à partir d'histoires qu'Eazy-E lui avait racontées sur ses rivaux, et l'ajout de son frère BG Knockout, qui a improvisé un couplet, a solidifié le morceau. Et Eazy s'en est pris directement à la crédibilité de Dre, en déterrant d'anciennes vidéos d'avant même l'existence de NWA. Eazy a attaqué la crédibilité gangster de Dre, en déterrant d'anciennes photos du Dr. Dre de l'époque du World Class Wrecking Crew, portant des paillettes, du maquillage et un stéthoscope. Ce renforcement visuel a clairement montré qu'Eazy-E n'attaquait pas Dre seulement musicalement. Il exposait ce qu'il voyait comme une transformation frauduleuse. Il a même retourné le titre du disque de Dre lui-même en punchline, dirigé droit vers lui. Eazy a rappé « Damn, they tried to fade you on Dre Day, but Dre Day only meant Eazy's payday ». La ligne était Eazy, rappelant à tout le monde que grâce aux anciens contrats, il encaissait toujours des chèques du succès de Dre, même après la séparation. Un détail commercial transformé en provocation. La réponse apportée. Eazy a publié une réponse avec un EP solo intitulé It's On, Dr. Dre, 187 Killa, qui a atteint le numéro 5 du Billboard 200.
Un disque de 10 né du seul ressentiment a grimpé plus haut au classement que la plupart des albums promus cette année-là avec de vrais budgets. Dre n'y a jamais répondu directement, et ce silence est devenu sa propre histoire. Bien que Dr. Dre n'ait jamais répondu directement à Real Mutafucking Jizz, le 10 reste l'un des plus froids de l'histoire du hip-hop. Les fans ont débattu pendant des années sur qui avait vraiment remporté l'échange, et l'opinion divisée ne s'est jamais vraiment résorbée. Beaucoup jugent qu'Eazy a gagné, son diss track envers Dre étant plus dur et plus personnel que celui de Dre. Mais Dre a remporté la guerre par suffocation grâce au pur talent, puisque ses capacités de production ont égalé des ventes énormes chez Death Row. Ensuite, la même maladie qui a réuni le reste de NWA a mis Dre et Eazy face à face une dernière fois. Bien qu'ils n'aient pas pu avoir une vraie conversation, la présence de Dre a confirmé que l'amour était toujours là, et dans des interviews ultérieures, Dre a exprimé un profond regret d'avoir laissé les affaires détruire leur amitié. Eazy-E meurt en mars 1995. Contrairement au chapitre Ice Cube, celui-ci n'a jamais eu son moment de poignée de main. Eazy n'a pas vécu assez longtemps pour collaborer avec Dre, comme Cube a fini par le faire, et Dre a passé des années après à redéfinir publiquement sa façon de parler de l'amitié. Dre a procédé à une réinterprétation de sa relation avec Eazy, la rendant semblable comme s'il n'avait jamais vraiment eu de conflit. Le conflit qui a déchiré NWA n'a jamais vraiment été résolu. Il a juste été interrompu par une chambre d'hôpital, et aucun des deux hommes n'a jamais eu la chance de le terminer de la façon qu'ils auraient pu vouloir. Tous les conflits dangereux des années 90 ne venaient pas de gangs ou de guerres de labels. Certains ont démarré pour un détail aussi anodin qu'une blague de tatouage sur la chanson d'un autre, et celui-ci a failli briser une carrière avant qu'elle ne démarre. LL Cool J était un vétéran de Def Jam qui préparait un post-cut avec certains des plus grands noms du jeu. 4, 3, 2, 1 est une chanson du rappeur originaire du Queens, LL Cool J, en featuring avec Method Man, Redman, Cannibus et DMX. De l'album 7 de LL Cool J, intitulé Phénoménon, sorti le 9 décembre 1997 pour Def Jam Recordings. Cannibus était le nouveau venu sur la piste, un rappeur souterrain ayant sa plus grande plateforme jusqu'à présent, aux côtés de stars établies. Cannibus a écrit une ligne faisant référence au tatouage de microphone sur le bras d'LL, et c'était destiné comme un compliment devenu un flex, pas une insulte. En livrant ses paroles, Cannibus a rappé la ligne « L, c'est un micro sur ton bras, laisse-moi l'emprunter », faisant référence au tatouage d'un microphone avec une couronne dessus qui orne le biceps droit de LL. Le couplet original de Cannibus contenait les paroles « L, c'est un micro sur ton bras, laisse-moi l'emprunter », ce qui a offensé LL. LL n'a pas laissé passer. Il a écrit sa propre riposte dans la même chanson, avant même la sortie du morceau. LL a répondu en écrivant une insulte indirecte envers Cannibus sur la même chanson. Il a riposté avec une ligne qui clarifiait que le tatouage n'était pas à prendre. Le symbole sur mon bras est hors limite pour les challengers, tu tiens l'épée rouillée. Je manie l'Excalibur. Puis il a ajouté « Maintenant, revenons à ce micro sur mon bras. S'il quittait jamais mon côté, il se transformerait en bombe à retardement. Tu ne veux pas l'emprunter, tu veux l'idolâtrer. » C'est là que ça a viré à la vraie trahison, plus qu'une simple pique. Avant la sortie de la chanson, LL s'est approché de Cannibus et lui a dit que s'il voulait rester sur la chanson, il devrait modifier ses paroles. Cannibus a accepté, mais LL a gardé son couplet original. Cannibus a fait ce qu'on lui a demandé et a adouci sa ligne. LL n'a pas tenu son engagement. Quand le couplet original de Cannibus a fuité, une querelle a éclaté entre les deux rappeurs. La ligne sur le tatouage a disparu de la version officielle de l'album, mais la fuite a prouvé que Cannibus n'avait jamais vraiment manqué de respect à LL, contrairement au mix final. Et à ce moment-là, peu importe, car le mal était fait. LL a tenté un rameau d'olivier, en quelque sorte. LL a proposé une chanson commune pour enterrer la hache de guerre, une fois le tournage d'Any Given Sunday terminé. Cannibus n'était pas intéressé par l'idée d'attendre qu'un tournage de film se termine. Cannibus, cependant, a enregistré et sorti Second Round KO à la place. Ce seul single a propulsé un rappeur underground au Billboard du jour au lendemain. La chanson a été produite par Wyclef Jean et son cousin Jerry Wonder, et présente des vocales parlées du boxeur Mike Tyson, et elle est devenue le seul single top 40 de Cannibus, culminant au numéro 28 du classement Billboard Hot 100. Tyson en intro, ce n'était pas que du prestige. Cela encadrait toute la chanson comme un véritable combat, manche 2, avec LL en tant que champion sur le point d'être assommé par un nouvel arrivant, que personne hors de l'underground ne connaissait un an plus tôt. Cannibus n'a pas seulement insulté les compétences de LL, il a remis en question son intégrité en tant qu'artiste,
l'accusant de voler les styles d'autres rappeurs et de se cacher derrière sa réputation au lieu de son talent. Alors, je vais laisser le monde savoir la vérité. Tu ne veux pas que je brille. Tu as étudié mes paroles. Puis tu as posé ta voix après les miennes. C'est un coup de salaud, quelque chose qu'un rappeur homo ferait. Donc, quand tu dis que tu es platine, tu ne fais que laisser des indices. J'ai étudié ton passé, j'ai lu ça. Ligne après ligne construite pour enlever le persona le plus grand de tous les temps, que LL avait passé plus d'une décennie à construire. Le morceau est sorti à un moment étrange et lourd pour le hip-hop, et Canibus a montré qu'il le ressentait aussi, glissant un hommage au cœur même de l'insulte. Même en allant à fond sur LL, il s'arrête quand même pour s'agenouiller devant le grand avec une ligne immortelle, livrée a cappella. Ce truc était la pire rime que j'ai entendue de ma vie, parce que le plus grand rappeur de tous les temps est mort le 9 mars. Une diss track visant une légende a fini par marquer la date où le hip-hop en a perdu une autre. LL n'allait pas laisser un nouveau venu avoir le dernier mot sur le wax, alors il est revenu en frappant 2 fois. LL répondrait avec « The Reaper Strikes Back » et « Back Where I Belong », et a même remercié Canibus dans les notes de pochette de son album J.O.A.T. pour l'inspiration. Ce dernier crédit ressemble presque à une provocation en soi, remercier le gars qui a essayé de terminer ta carrière de t'avoir donné du matériel. Pendant des années après, le débat sur qui avait réellement gagné ne s'est jamais réglé. Le débat fait rage des décennies plus tard, quant à qui a remporté la bataille, et beaucoup pointeront LL, à cause de ce qui est arrivé à la carrière de Canibus, estimant que ce clash avec l'icône était trop lourd à surmonter pour Canibus. Canibus n'a jamais retrouvé le sommet atteint avec ce disque, tandis que la carrière de LL a continué peu importe les paroles lancées contre lui. Ce clash a prouvé qu'on pouvait gagner une bataille de 10 au bar pur, et quand même perdre la guerre qui comptait, celle pour une carrière durable. Les clashs les plus dangereux de la décennie n'étaient pas limités aux hommes se lançant des paroles. 2 des plus grandes voix féminines du rap des années 90 ont transformé une amitié en rivalité qui a finalement dégénéré en véritable coup de feu dans une rue de New York. Lil Kim et Foxy Brown n'ont pas commencé comme des rivales. Elles ont commencé comme 2 filles du même quartier avec le même rêve. Toutes les 2 élevées à Brooklyn et fréquentant simultanément la Brooklyn College Academy, pendant un certain temps, Lil Kim et Foxy Brown étaient destinées à la grandeur, mais malheureusement, elles étaient aussi destinées à être en désaccord. Lil Kim et Foxy Brown n'ont pas commencé comme des ennemis. C'est ce qui rend leur feud encore plus froide. Ce n'était pas une jalousie aléatoire d'étrangers, mais une amitié écrasée peu à peu par le timing, l'image et la pression du milieu. Leur camp étaient les 2 plus gros équipages du rap new-yorkais à l'époque, et cela seul allait forcer les comparaisons. Alors qu'elle commençait à gagner du terrain avec ses raps impressionnants, Lil Kim a été prise sous l'aile de The Notorious B.I.G. et de son équipage junior MAFIA. Tandis que Brown, dont l'approche du rap ressemblait fortement à celle de Kim, trouverait plutôt des alliances avec Jay-Z et Nas, qui étaient les principaux actes du hip-hop new-yorkais aux côtés de Biggie à l'époque. Puis leurs labels ont pris une décision d'horaire qui garantissait une narration de rivalité avant que l'une ou l'autre femme ne parle de l'autre. La racine des problèmes entre Lil Kim et Foxy Brown a commencé fin 1996, quand leurs albums de début respectifs Hardcore et Il Nana devaient tous les 2 sortir au cours de la même semaine. Le Hardcore de Kim s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, tandis que Lil Nana de Foxy a atteint le statut de platine avec des ventes d'1 million, avec des hits comme I'll Be et Get You Home portant le succès de l'album. Puis vint un détail assez petit pour sembler inventé, s'il n'avait pas été documenté par des personnes proches des 2 camps. L'une des causes possibles de leur conflit pourrait être liée à la mode. Kim Osorio, alors rédactrice en chef du magazine The Source, raconte une histoire entendue sur le packaging de leurs albums, car les 2 artistes portaient la même combinaison sur la couverture intérieure. 2 étoiles montantes, portant involontairement le même costume sur leur propre pochette d'album, sortie la même semaine. La presse s'en est emparée comme preuve que les 2 étaient verrouillés dans une rivalité, qu'elles le veuillent ou non. Pendant un certain temps, elles ont quand même essayé de préserver ce qui restait entre elles, malgré la compétition entre leurs 2 albums et les comparaisons presque constantes du public. Les 2 se considéraient toujours comme proches, s'asseyant même pour un entretien magazine conjoint qui tentait de mettre en avant leur lien plutôt que leur rivalité. Mais la tension n'a cessé de s'accumuler sous la surface, et à la fin de la décennie, elle a éclaté au grand jour sur disque. Leur monde se percute en 1999, quand Kim vise Foxy sur Play Around, une piste de l'album de Lil Sis, The Wonderful World of Sis Aleo, et la chanson titre de son 2e album solo, The Notorious K.I.M. C'est là que le conflit a cessé d'être une histoire médiatique, pour devenir quelque chose que les 2 femmes alimentaient elles-mêmes, à travers leurs textes. Foxy n'a pas attendu longtemps.
Fox Boogie a riposté avec un couplet cinglant de sa part sur le hit de 2000, un de Capone N. Noreaga, Bang Bang, que beaucoup liaient à la fusillade de Hot 97 en février 2000, qui a valu à Kim des ennuis juridiques et a calmé le conflit. Une fusillade en radio, c'est presque la limite qu'une rivalité rap peut atteindre sans finir comme Tupac et Biggie des années plus tôt. Et c'est la preuve la plus claire que même un conflit enraciné dans la mode et les calendriers de sortie pouvaient s'escalader en vrai danger, une fois que les entourages et la loyauté de rue se mêlaient. Les retombées de cette fusillade ont suivi Kim pendant des années et lui ont finalement coûté sa vraie liberté. Un conflit remontant à 2 simples combinaisons assorties. Le conflit s'est calmé pendant la meilleure partie d'une décennie après cela, ne s'enflammant que par brefs éclats. Il a repris brièvement en 2009 quand Foxy a lancé une pique contre Kim sur une chanson appelée Off the Muscle. Mais après 10 ans de silence, ce titre n'a prouvé qu'une chose. Les fans avaient depuis longtemps arrêté de s'intéresser à ce conflit. Foxy a eu un dernier mot en public des années plus tard, englobant sa vieille rivale et une nouvelle dans un seul couplet. Avec ce qui semblait être le dernier mot, Brown disserait Kim une dernière fois en 2011 avec une chanson intitulée Massacre, où elle aborde aussi une querelle séparée que Kim avait avec l'icône du rap féminin new-yorkais Nicki Minaj. En regardant l'arc complet, les gens proches de l'histoire la voient moins comme de la jalousie, et plus comme 2 carrières qui ont été opposées l'une à l'autre avant que l'une ou l'autre femme n'ait vraiment son mot à dire. Le verdict est que la rivalité entre Lil Kim et Foxy Brown était réelle, mais elle n'était pas seulement personnelle. Elle a été façonnée par le calendrier des sorties, les comparaisons d'images, les entourages, la politique des labels, et des médias qui adoraient monter les femmes les unes contre les autres. En tant que folklore du rap, l'histoire est puissante parce qu'elle ressemble à un empire manqué. 2 stars de Brooklyn auraient pu tout changer ensemble, mais la culture a hérité d'une des plus longues et tristes guerres froides du rap féminin. Voici 5 des conflits les plus dangereux du rap des années 90. 2 amitiés finies dans un meurtre, une rupture de groupe qui a coûté son ego à un manager, une trahison entre ceux qui ont bâti un label à partir de rien, une blague de tatouage devenue un tube et une rivalité entre 2 femmes finie par des coups de feu dans une station de radio. Certains de ces hommes et femmes ont trouvé leur chemin vers la paix. D'autres n'ont pas eu cette chance. Et un couple de ces histoires sont encore ouvertes, encore débattues, des décennies après que le dernier couplet n'ait jamais été